Quasimodo aimait avant tout dans l'édifice ce qui réveillait son âme et lui faisait ouvrir ses pauvres ailes qu'elle tenait si misérablement reployées dans sa caverne. Ce qui le rendait parfois heureux, c'étaient les cloches. Il les aimait, les caressait, leur parlait, les comprenait. Depuis le carillon de l'aiguille de la croisée jusqu'à la grosse cloche du portail, il les avait toutes en tendresse. Le clocher de la croisée, les deux tours étaient pour lui comme trois grandes cages dont les oiseaux élevés par lui ne chantaient que pour lui. C'était pourtant ces mêmes cloches qui l'avaient rendu sourd. Mais les mères aiment souvent le mieux l'enfant qui les a fait le plus souffrir. On ne saurait se faire une idée de sa joie les jours de grande volée. Au moment où l'archidiacre l'avait lâché et lui avait dit « Allez !» il montait la vis du clocher plus vite qu'un autre ne l'eût descendu. Il entrait tout essoufflé dans la chambre aérienne de la grosse cloche. Il la considérait un moment avec recueillement et amour. Puis il lui adressait doucement la parole. Il la flattait de la main comme un bon cheval qui va faire une longue course. Il la plaignait de la peine qu'elle allait avoir. Après ses premières caresses, il criait à ses aides placés à l'étage inférieur de la tour de commencer. Ceux-ci se pendaient au câble, le cabestan criait et l'énorme capsule de métal s'ébranlait lentement. Quasimodo, palpitant, la suivait du regard. Le premier choc du battant et de la paroi d'airain faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté. Quasimodo vibrait avec la cloche. « Va !» criait-il avec un éclat de rire immense. Cependant, le mouvement du bourdon s'accélérait, et à mesure qu'il parcourait un angle plus ouvert, l'œil de Quasimodo s'ouvrait aussi, de plus en plus phosphorique et flamboyant. Enfin, la grande volée commençait. Toute la tour tremblait, charpente, plomb, pierre de taille, tout grondait à la fois, depuis les pilotis de la fondation jusqu'au trèfle du couronnement. Quasimodo alors bouillait à grosse écume. Il allait, venait, il tremblait avec la tour de la tête aux pieds. La cloche, déchaînée et furieuse, présentait alternativement aux deux parois de la tour sa gueule de bronze, d'où s'échappait ce souffle de tempête que l'on entend à 4 lieues. Quasimodo se plaçait devant cette gueule ouverte. Il s'accroupissait, se relevait avec les retours de la cloche, aspirait ce souffle renversant, regardait tour à tour la place profonde qui fourmillait à 200 pieds au-dessous de lui, et l'énorme langue de cuivre qui venait de seconde en seconde lui hurlait dans l'oreille. C'était la seule parole qu'il entendit, le seul son qui troubla pour lui le silence universel. Il s'y dilatait comme un oiseau au soleil. Tout à coup, la frénésie de la cloche le gagnait. Son regard devenait extraordinaire. Il attendait le bourdon au passage, comme l'araignée attend la mouche, et se jetait brusquement sur lui. À corps perdu, alors, suspendu sur l'abîme, lancé dans le balancement formidable de la cloche, il saisissait le monstre d'airain aux oreillettes, l'étreignait de ses 2 genoux, l'éprenait de ses 2 talons, et redoublait de tout le choc et de tout le poids de son corps, la furie de la volée. Cependant, la tour vacillait. Lui criait et grinçait des dents, ses cheveux roux se hérissaient, sa poitrine faisait le bruit d'un soufflet de forge, son œil jetait des flammes, la cloche monstrueuse hennissait toute haletant sous lui. Et alors, ce n'était plus ni le bourdon de Notre-Dame, ni Quasimodo, c'était un rêve. Une tempête. Le vertige à cheval sur le bruit. Un esprit cramponné à une croupe volante, un étrange centaure, moitié homme, moitié cloche, une espèce d'Astolphe horrible, emporté sur un prodigieux hippogriffe de bronze vivant.